Voilà, nous sommes de retour sur MNTV et on est toujours avec Monsieur Tchengue Tchengue, le fondateur et promoteur de la société innovante technologique Challenge Futura. Avant l'interruption publicitaire, nous parlions aussi de l'émergence du Congo. Est-ce que ça serait un slogan comme Santé pour tous en l'an 2000 que les Nations Unies avaient déclaré ou ça serait une réalité? Est-ce que le président de la République se trompe ou est-ce qu'on trompe le président de la République, on lui fait croire des choses qui le rendent ridicule? Alors, je vais vous poser, quand on a un sachant devant vous, vous avez le courage de votre pensée. Une fois de plus, le Congo, est-ce qu'elle serait un pays émergent en 2025? Et à la décharge du Congo, qui n'est même pas émergent, ils ne sont pas les seuls, hein. Le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Gabon, c'est devenu maintenant comme un slogan, un terme générique que tout le monde utilise. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Ah oui, je vais parler que du Congo, mais je sais que pour les autres pays, c'est à peu près la même chose. Vous savez, pour être émergent, même en 2050 ou en 2080, il faut savoir poser les bases aujourd'hui. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous ne posons pas les bases aujourd'hui, même pour être émergent en 2050. Les bases ne sont pas posées. Mais qui va faire votre émergence? Aujourd'hui, vos équipements, ça vient de l'extérieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont des entreprises chinoises qui construisent nos routes. Ce sont des entreprises chinoises qui construisent nos barrages hydroélectriques. Mais si on veut être émergent, il faut que ce soit des entreprises congolaises qui construisent demain, en 2012, nos barrages hydroélectriques. Et s'il n'y a pas de société congolaise, qu'est-ce qu'on fait? Mais ça veut dire que s'il n'y a pas de société congolaise, si les Congolais, si ce n'est pas le fruit de la sueur, si ce n'est pas avec la sueur du front des Congolais, vous ne pourrez jamais être émergent. Ça veut dire que c'est de l'achat. Mais vous ne pourrez jamais acheter de l'émergence. Ce n'est pas possible. L'émergence, vous allez la construire. C'est un processus dans lequel vous allez acquérir des capacités à produire les équipements que vous allez utiliser, dont la société a besoin. C'est les barrages hydroélectriques, c'est vos routes. Il faut faire en sorte que quoi? Que les entreprises congolaises, dans 12 ans, construisent les routes du Congo. Oui, mais monsieur Tchengue Tchengue, vous m'aviez dit que la base, l'éducation sur grand n'importe quoi. Qu'en 1975, quand vous avez fini, vous avez eu votre bac au lycée technique, un diplômé, un bachelier du lycée technique de Brazzaville pouvait aller n'importe où et être performant. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Oui. Alors, comment voulez-vous que des sociétés congolaises puissent aspirer à même construire une piste de route en terre quand ils n'ont pas les main d'œuvre qualifiées? Mais justement, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait d'abord cette première contrainte de la ressource humaine. Nos enfants, nous-mêmes, la ressource humaine est mal préparée pour affronter déjà la mondialisation et puis le défi de l'émergence. Nous ne pourrons pas faire cette émergence avec une telle fonction publique qu'on a, avec les fonctionnaires qu'on a aujourd'hui. Non seulement parce qu'ils vont partir à la retraite, mais il y a aussi des pratiques chez nous qui obèrent en fait le développement des entreprises chez nous et tout, et on en parlera. Mais ce que je veux dire qui est fondamental, il faut qu'on s'enlève de l'idée que nous avons des pétrodollars ou des pétrocéphales, que l'argent du pétrole nous permettra d'acheter notre émergence. L'émergence, ça sera le fruit de la sueur, le fruit du travail des Congolais et pas des étrangers. C'est les Congolais qui, avec leur sueur, feront l'émergence du Congo. Les routes, tant qu'elles seront construites par des entreprises chinoises, on ne sera pas émergent. Les barrages hydroélectriques, tant qu'elles seront construites par des Chinois ou par des entreprises étrangères, nous ne serons pas émergents parce que les autres, ça a été ça leur émergence. Le Brésil aujourd'hui est un pays émergent parce qu'il est capable de construire ses distilleries, ses raffineries de pétrole, en partie. D'accord. Voilà. Bon, dites-nous clairement, est-ce que donc vous pensez, dites-nous ce que vous pensez, est-ce que donc quand le président lui-même dit Urbi et Orbi, que le Congo à l'horizon 2025 serait un pays émergent, il se trompe ou pas? Ben, écoutez, je pense que le président de la République, c'est pas normal, je vous assure, c'est pas normal. On est quand même un pays... Pourquoi c'est pas normal? Écoutez, on est un pays qui a quand même des cadres. Autour du président de la République, il y a des éminents économistes. Comme qui, par exemple? Écoutez, comme M. Bakabadio, quand même doyen de la fac de sciences économiques, c'est pas n'importe quoi. C'est quand même la crème économique de ce pays. Vous avez des gens comme Osiala, c'est pas n'importe quoi. Pourquoi ne peuvent pas-ils dire au président que nous ne serons pas émergents dans 12 ans? Qu'il faut des bases. Vous pensez que Osiala, Bakabadio, oui, et ils sont nombreux, je passe. Ils n'ont pas le courage de dire au président que si le président, on vous trompe.
on ne peut pas être émergent en 2025. C'est ça, non? Je pense que dans ce pays a détruit les capacités de ses cadres à s'exprimer. Pourquoi ils vont détruire un cadre, mais vous vous exprimez eux aussi? Depuis des décennies, vous savez, on a appris aux gens à aller tous dans le même sens. Ce qui est très mauvais. Il faut de la diversité, il faut des débats, il faut des capacités des gens. Écoutez, il y a quelque temps, je vais vous dire, bon, j'ai écrit une lettre ouverte, ça m'a valu d'être mis en prison pendant 4 heures. Vous avez écrit une lettre ouverte à qui? J'ai écrit une lettre ouverte à la police. Pourquoi? Parce que j'ai subi un harcèlement, j'ai subi des abus de certains agents de la police. Et j'ai donc écrit une lettre ouverte pour dénoncer la chose, après avoir déjà écrit des lettres officiellement à son directeur général. Ça m'a valu d'être incarcéré pendant 4 heures. Vous voyez, c'est ça qui nous manque chez nous. On ne veut pas cette diversité, ce débat. Ce n'est pas normal. Et c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, nous avons des éminents économistes dans notre pays, et ce n'est pas n'importe qui. Ils sont proches du président de la République. Je pense qu'ils peuvent lui dire qu'on n'a pas les bases, on ne va pas acheter l'émergence du Congo. En 12 ans, ce n'est pas possible. On n'a pas les hommes pour le faire, on n'aura pas la fonction publique pour le faire. On n'aura pas les bases pour pouvoir faire l'émergence du Congo, parce que l'émergence du Congo, ça veut dire que vous êtes capable de construire un certain nombre d'équipements pour vous-même. Et nous, en tant qu'entreprise, nous vivons des choses qui font aussi qu'il n'y a rien qui est fait pour que nous participons réellement à cette émergence-là, à la hauteur de ce qu'attendent les Congolais dans 12 ans. C'est tellement dur pour nous de grandir. D'accord, mais dites-nous clairement, vous avez toujours dit qu'on essaie de vous empêcher de grandir. Clairement, monsieur. Alors, vous endurez beaucoup de choses. Vous avez parlé un peu de ce conseiller qui trompe le président ou qui n'ont pas le courage de parler au président. Mais je vais revenir, peut-être ils ont peur que s'ils disent au président le contraire, on va les foutre à la porte. Bon, mais ça c'est un autre débat. Mais je reviens, vous en tant qu'entreprise, dites-nous quelles sont les difficultés réelles que vous confrontez. Alors, je peux vous citer des cas concrets. Je vous ai déjà parlé de cette histoire de la mairie qui est venue casser votre... Voilà, donc on va passer à autre chose. Oui. Mais alors, malgré tout, nous continuons à grandir difficilement. Mais vous savez, maintenant, au moment où nous commençons à nous épanouir, c'est-à-dire l'entreprise commence à se consolider, on commence à être un adolescent. Qu'est-ce qui se passe? Oui, vous allez voir ce qui se passe. Eh bien, il y a juste un an, un homme politique important, pour ne pas le citer. Mais il faut le citer. Monsieur Ngakala, qui est un homme politique important du parti au pouvoir, qui de surcroît était ministre, vient acheter le site dans lequel nous sommes en train de travailler au mépris de notre droit de préemption parce que nous étions prioritaires. Mais c'est quel Ngakala? Parce qu'il y a Michel, il y a... Ngakala Michel qui était haut commissaire à la réalisation. Le secrétaire à l'organisation du PCT. Et vous voyez le problème du foncier. Vous voyez le problème du foncier chez nous. Mais comment voulez-vous vous développer si vous vous trouvez dans cette situation de précarité? De précarité comme ça. C'est-à-dire que vous êtes vendu votre terrain à Ngakala? L'ancien propriétaire. L'ancien propriétaire qui était en train de négocier encore avec nous. Mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est quoi? Mais monsieur Tchengue, vous avez donné le nom de Michel Ngakala. Oui. Donnez aussi le nom de votre propriétaire qui a vendu le terrain à 2 personnes. C'est la succession locaux. C'est la succession locaux, c'est-à-dire ce sont des héritiers d'un certain monsieur Loco qui est décédé, paix à son âme, depuis un certain temps. Hein? Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que vous pouvez être entreprise, vous vous êtes battu pendant 10 ans, vous êtes à un endroit donné, et voilà, on peut venir du jour au lendemain, on achète et on vous balaie. Comme certaines, vous savez, est-ce que vous vous rendez compte? Il y a des cadres du ministère de la Pêche. Du ministère de la Pêche, c'est exactement la même chose. Ils sont assis chez eux parce que la direction générale de la pêche a dû être vendue. Les immeubles ont été vendus à une banque. Et vous avez des gens qui sont du jour au lendemain. Quelle banque? Je crois que c'est la banque, Esperanto, quelque chose comme ça. Esperanto. Mais vous voyez par exemple, vous avez des gens, mais c'est la même chose, ça veut dire que nous, en tant qu'entreprise, on est en situation, vous êtes sûr de rien. Comment voulez-vous programmer l'avenir? Vous êtes sûr de rien. Ce que vous êtes en train de dire ici, c'est comme une révélation dont les gens de la direction de la pêche ne peuvent pas travailler parce que leur ministère ont vendu leur immeuble. Mais vous avez la moitié, sinon les 3 quarts des cadres qui sont à la maison parce qu'ils n'ont pas de place. Ils n'ont pas de place pour travailler. Mais comment voulez-vous faire l'émergence comme ça? Ça a été vendu. Mais nous, c'est la même chose. Du jour au lendemain, on peut se retrouver dans la rue et donc qu'est-ce qu'on fait? On ferme. D'accord. Bon, autre problème que est-ce que vous n'aviez pas de problème d'impôt, par exemple? Ah, là, c'est la chose que nous vivons aujourd'hui. C'est une des choses les plus difficiles que nous vivons aujourd'hui. Mais vous voyez, c'est aussi ça, une affaire de mentalité. Ce n'est pas toujours une affaire de système. Vous voyez,
je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec ce vérificateur hein, des impôts et tout, qui aujourd'hui a fait tout pour nous harceler. Il est venu faire sa vérification fiscale, il constate effectivement qu'il y a quelques problèmes, du type que nous ne sommes pas en mesure de présenter des états financiers de certaines années, ce qui peut arriver, tout à fait normal, bon, on est en infraction, mais de là à aller harceler, c'est-à-dire de là à nous mettre dans une position, pas respecter le Code général des impôts. Vous voyez, de là à nous prendre pour un gibier, ça a été ce qu'il a prononcé, il nous a pris. Vous êtes un gibier, vous êtes attrapé dans le filet et vous voulez nous demander de vous donner la possibilité de vous remédier pour que vous puissiez vous former parce que vous êtes ignorant de... Bon, moi je suis pris pour un gibier et je peux vous dire, il n'y a pas longtemps encore, toujours sur la même affaire, j'arrive à la Direction générale des impôts pour plaider ma cause et vous savez que le fait de ne pas avoir présenté des états financiers, on a considéré ça comme un acte de banditisme. Donc on vous a considéré comme un bandit. En tout cas, on n'a pas dit que j'étais un bandit, on a dit que c'était un acte de banditisme. Voilà. Mais je ne sais pas si c'est très différent, mais si vous voulez, cela montre que quoi? Vous êtes une entreprise émergente. Déjà pas une entreprise classique, un environnement difficile, mais une entreprise innovante. Donc vous avez encore plus de risques que d'autres entreprises. Et vous voyez déjà notre code général des impôts. Les impôts chez nous ne prévoient rien pour les entreprises innovantes. Ailleurs, vous avez un cadre particulier pour ces entreprises. Pourquoi l'entreprise innovante est-elle importante? L'entreprise innovante est importante parce que les recherches, développements qu'elle pratique aujourd'hui, c'est la garantie des emplois de demain. Vous savez, Challenge Futura aujourd'hui, c'est 19 employés en direct, c'est 19 emplois directs, mais c'est aussi parce que chaque fois que nous fabriquons des équipements, c'est à peu près, par équipement, c'est à peu près 2 ou 3 emplois indirects. Chaque fois que nous fabriquons un équipement, ça veut dire que sur 2-3 ans, nous avons été à l'origine de la création d'à peu près 400 à 500 emplois. Bien, mais vous vous rendez compte, ces emplois-là, c'est le résultat du travail de recherche-développement d'il y a 10 ans. La recherche-développement, l'innovation, c'est les emplois de demain. L'innovation que vous allez faire aujourd'hui, c'est ça qui va permettre de créer les emplois de demain. Les 19 employés que nous avons aujourd'hui, ils ne sont pas le résultat du travail d'aujourd'hui, ils sont le résultat du travail de recherche-développement d'il y a 10 ans. D'accord. Vous voyez, et donc il faut, quand une entreprise est innovante, il faut prendre des gants. Et vous avez là une administration fiscale, excusez-moi de le dire, vous avez une administration fiscale qui n'est pas adaptée à l'accompagnement du développement de l'entreprise émergente et qui de surcroît est innovante. Vous voyez, pourquoi? Mais parce que tout simplement, par exemple, comme j'ai pris ce cas de ce vérificateur-là... ce vérificateur-là, est-ce que vous avez son nom? Il a fait je ne me souviens plus de son nom, je crois que c'est un certain monsieur Dio, et qui a fait du terrorisme fiscal pour nous. C'est-à-dire que pour un arrangement qu'il a voulu qu'on fasse, qui n'a pas marché, que nous avons refusé, on nous a mené toute la guerre du monde. Comment voulez-vous, pour une entreprise émergente qui fait un chiffre d'affaires de 30, 40, 50 millions, vous lui demandez de payer une pénalité de 45 millions? Mais c'est notre mort qu'on veut. C'est une évidence. On veut qu'on meure, tout simplement. Une administration fiscale, elle devrait être faite pour encourager à élargir l'assiette fiscale pour qu'il y ait d'autres entreprises et tout, qui puissent émerger de façon à ce qu'ils puissent avoir plus d'impôts. Mais là, on est en train de nous tuer. Qu'est-ce qu'il me reste à faire aujourd'hui avec ce problème-là? Qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est d'aller voir le président de la République. Ou alors, de faire comme ce jeune, le jeune Tunisien qui s'est immolé parce que justement, on est venu détruire son étalage de légumes. Est-ce que c'est ça que l'on veut? Nous ne pouvons pas tous être directeur général de la SNE, directeur général de la SNPC. Il faut bien qu'il y ait d'autres Congolais qui s'expriment à l'extérieur et qui grandissent, qui participent au développement du Congo. Et moi, je veux participer au développement du Congo. Mais malgré tout ça, on vous raquette, comme vous venez de dire, mais vous avez toujours réussi. J'ai vu dans ce que vous aviez fait. Pas toujours. Vous avez réussi en 2008, si je ne me trompe pas, à faire un chiffre d'affaires d'environ 50 millions. 80 millions. 80 millions. Oui. Alors votre secret, malgré toutes les difficultés de travailler, de créer, vous avez réussi à une société comme la vôtre d'avoir un retour sur investissement? Il faut avoir, d'abord, il faut croire en soi. Il faut avoir la foi en ce que l'on veut faire. Deuxièmement, il faut croire en l'avenir, quelque part. Et moi, je crois que c'est les deux choses
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez, j'ai moi le sentiment, je vis la chose comme si j'avais 25 ans, cette expérience. J'ai encore envie de changer les choses dans mon pays. Comme quand j'avais 25 ans, quand je quittais la France pour venir au Congo, cet enthousiasme, cette passion de changer le Congo, de changer les choses dans mon pays en bien. Et aujourd'hui, c'est la même passion qui m'anime. Parce que même à 55 ans, je sens que si biologiquement je suis déjà vieux, je ne sais pas si je pourrais encore continuer à me battre dans 10 ou 15 ans, mais en tout cas, dans ma tête, j'ai encore cette envie, cette passion de faire bouger les choses. Vous avez toujours la passion de faire bouger les choses. Oui, comme si j'avais 25 ans. Comme si vous avez 25 ans. Mais dans tout ça, Challenge Futura a quand même gagné 2 prix. Oui. 3 prix, si je ne me trompe pas, 2 en or à Genève. Dites-nous, parce que les téléspectateurs voudraient savoir, parce qu'on sent vraiment que l'économie, l'environnement essaie de vous asphyxier, mais malgré tout vous êtes comme un phénix. Comment vous aviez fait pour être primé à Genève, je crois en 2007 et en 2008, vous avez eu des primes de... Bon, d'abord, il faut dire que j'ai d'abord été primé au Congo. J'ai eu le prix du président de la République en 2007, la même année, quoi, disons et tout. J'ai eu le prix du président de la République au salon national des inventions et des produits nouveaux de Brazzaville, du salon de notre salon national. J'avais déjà eu ce prix. La même année, j'ai été présenté par l'OAPI, sélectionné parmi tous les pays de l'OAPI pour aller présenter ma nouvelle invention à Genève, au Salon international des inventions de Genève. Et là, je peux vous dire qu'on est fiers, j'ai été très fier, parce que je représentais le Congo, et si vous voulez, un Congolais, parce qu'un Congolais a été médaillé d'or, et l'entreprise Challenge Futura a été également médaillée d'or, une entreprise congolaise. Si vous voulez, c'était la première fois qu'en Afrique, quelqu'un pouvait être double médaillé au Salon international de Genève. Faut-il dire que le Salon international de Genève, des inventions de Genève, c'est le plus grand salon en la matière, c'est la plus grande compétition. Et vous savez, moi j'étais médaillé d'or, ça veut dire que j'étais ce qu'on appelait les Diables Rouges du Congo. J'ai les Diables Rouges du Congo, j'étais très fier. Un Diable Rouge en invention, parce qu'en football, il ne gagne rien. Chacun son domaine. Oui. Et vous savez, quand on a gagné ces médailles d'or, quand j'ai gagné ces médailles, le lendemain, on a vu des Bosniaques, des Japonais qui venaient voir le stand du Congo, de cette invention-là, voir quel est ce Congolais-là qui est venu leur damer le pion, sorti de sa forêt. Ils étaient tout curieux de savoir où était le Congo. Certains qui situaient le Congo aux îles Fidji, d'autres en Amérique latine. Et bon, on comprend l'ignorance des gens. Ouais. Mais en tout cas, j'étais très fier d'être fier d'avoir ramené cette médaille que j'ai pas eu l'occasion de présenter parce qu'il était prévu que je le présente au président de la République. C'était pas prévu. Peut-être c'était une occasion quand le président de la République vous suivra dans cette émission, il aura l'occasion de peut-être vous recevoir et vous allez l'exprimer et l'expliquer, le présenter le prix. Mais je voudrais vous poser une autre question qui me taraude là dans la tête et que je me dis, bon, ça serait un peu pas bon qu'on finisse cette émission sans qu'on ne vous pose cette question. Vous avez parlé que vous avez eu des difficultés, mais le grand paradoxe c'est qu'il a fallu Brice Hortefeux pour venir ici, pour que les portes s'ouvrent. Racontez un peu de cette histoire. Ah, c'est pas... Il y a eu des portes qui se sont ouvertes, mais les portes ne s'ouvrent pas. Mais les portes vont s'ouvrir quand ça sera pas... Ça ne va pas être un ministre congolais, français qui doit m'ouvrir les portes. Il faut que ça soit un ministre congolais. Si vous voulez, mais dans votre cas, c'est Brice Hortefeux. Oui, il est venu, c'est vrai, en 2008. Et c'est vrai que sa visite... Et c'est ça qui est important. Quand un ministre passe visiter une entreprise à un endroit, il faut qu'il laisse des traces. C'est ce qu'il a fait. Il n'a fait que me prendre par les bras, par lui-même, par les instructions qu'il a données, et il a ouvert les portes de certaines banques, la BDAC, la BCI, la BICI, ainsi de suite et tout. Et ça, c'est important. Si vous voulez, mais je pense que c'est pas à eux, c'est pas à un ministre français de le faire. C'est au ministre congolais de me prendre par la main, comme les Français le font pour leurs entreprises. Ils amènent leurs entreprises au Japon, ainsi de suite. C'est au ministre congolais de le faire. Il faut qu'il le fasse pour moi. Pourquoi? Mais moi, je suis aujourd'hui de plus en plus vieux. C'est pour que les jeunes demain croient que c'est possible. Si je fais des efforts, ça sera possible. Il faut que les ministres congolais le fassent pour moi aujourd'hui. Ils ont le devoir de faire que je réussisse. Ils ont le devoir de faire que l'entreprise se développe. Pour que des jeunes demain puissent croire que c'est possible. Aujourd'hui, beaucoup ne croient pas. On croit tous, tout le monde croit que c'est impossible aujourd'hui. Il faut tous faire la même chose, rentrer dans tel parti politique, aller faire tel meeting, ou bien encore, vous comprenez, tout le monde croit qu'il n'y a qu'une seule voie. Tout s'achète.
Tout s'achète, les diplômes, les places à la fonction publique, à l'armée, tout s'achète. Voilà ce que croient les Congolais. Les Congolais ne croient plus en leur capacité. Les jeunes Congolais ne croient plus en leur capacité. Ils pensent que le Congo est un pays des cas. C'est ce qui est dit. C'est mauvais ça. Il faut redonner la confiance aux Congolais. Et le travail le plus important. Et je plains, je voudrais dire à notre chef de l'État que c'est plus facile d'aller construire une route. C'est plus facile d'aller construire un barrage hydroélectrique. Mais la chose la plus importante pour l'émergence du Congo demain que l'on doit faire, c'est un travail sur la mentalité des Congolais. Regardez ce problème du vérificateur, mais ce n'est pas le seul. Allez-y au CHU de Brazzaville, vous allez voir un problème de mentalité. C'est le problème de... si vous voulez, nous vivons de cueillette. Nous continuons à vivre de cueillette. D'accord. Vous rendez compte? Je vous comprends, vous êtes passionné dans ce que vous êtes en train de dire, mais je voudrais vous poser une question parce que j'avais constaté que, j'ai vu tout ce que Challenge Futura fait, vous êtes aussi innovant. D'où est venue cette idée pour faire que ce n'est pas uniquement que l'expertise doit venir du Nord, il faut aussi du Sud. Chez vous, vous êtes un laboratoire de cette expérience, n'est-ce pas? Je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire. Je veux pas la dire, à Challenge Futura, vous faites des échanges. Et le plus souvent, il y a des experts ou il y a des étudiants qui viennent de la France pour venir chez vous. Ça se passe comment? Disons qu'il y a certains étudiants qui nous ont découvert sur le web, qui ont découvert Challenge Futura sur le web, et des étudiants français qui ont choisi de venir faire leur diplôme de fin d'études, le mémoire de faire sur un terrain qui est Challenge Futura. Ça veut dire que bon, on commence déjà à être connu, quoi, disant, et nous on en est fiers. C'est-à-dire que nous contribuons à la formation de jeunes Européens qui, de par leur stage ici, contribuent au développement de Challenge Futura. Nous l'avons fait également pour des jeunes Burkinabés qui sont venus, Burkinabés et Camerounais. Ils sont venus en tant que chercheurs stagiaires à Challenge Futura. Nous contribuons à leur formation et ils contribuent au développement de Challenge Futura et partant au développement du Congo. Oui, si vous voulez... C'est bien cela. Mais on peut plus. On veut donner plus. Regardez, je vais vous prendre un exemple. Nous pensons que l'entreprise Challenge Futura peut faire des petits. C'est-à-dire nous pouvons aider des jeunes Congolais, qui sont des jeunes universitaires par exemple, à créer d'autres entreprises comme Challenge Futura pour fabriquer d'autres équipements. On peut le faire avec l'université. Nous avons proposé, nous, en tant qu'entreprise Challenge Futura et deux ONG, on a proposé au rectorat et au ministère de la Recherche scientifique un projet de création entrepreneuriale par les étudiants. Parce que nous croyons qu'il ne faut plus que les Congolais créent des entreprises par hasard. Ça doit être une action volontariste du gouvernement, des acteurs du développement. Et nous avons proposé par exemple ça au niveau du rectorat de Brazzaville et au ministère de la Recherche scientifique. Mais vous voyez, plus de 4 mois après, on n'a aucune réponse. Aucune réponse. On a envie, nous avons envie. Vous avez envie, nous avons envie de... la réalité est plus forte. Mais autre question que vous vous demandez, depuis cette semaine, on parle souvent de doing business, le climat des affaires. Vous, en tant qu'acteur dans ce secteur, première question, est-ce que vous aviez été invité? Vous avez eu une invitation pour participer? Non, je n'ai pas été invité. Cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi. Ouais, mais c'est rare qu'ils m'invitent d'ailleurs pour ça, à ces activités. Bon, je suppose qu'ils invitent les organisations patronales. Patronales. Voilà. Et vous n'êtes affilié à aucun patronat? Pas encore en tout cas. Mais nous sommes émergents, nous nous cherchons nous-mêmes. Vous cherchez vous-même. D'accord. Et autre question avant de conclure notre émission. Est-ce que vous pensez que le classement, le Congo est parmi les derniers, un peu mieux que les deux pays en faillite qu'on connaît, qui est la République centrafricaine ou la République démocratique du Congo? Est-ce que vous pensez qu'un jour, le Congo peut se hisser dans le classement de Doing Business? Mais il le faut. Il le faut. Et je crois qu'aujourd'hui, des bases sont en train d'être posées dans ce sens-là. Je crois qu'aujourd'hui, les gouvernants actuels ne peuvent pas faire autrement que de faire hisser le Congo. Parce que autrement, c'est une voie sans issue pour notre pays. On n'a pas le choix. Il faut qu'on change l'environnement des affaires pour que les Congolais puissent entreprendre. Parce qu'aujourd'hui, on vous dit, oh, il faut améliorer doing business parce que les investisseurs étrangers vont venir. Mais ok, et nous, les Congolais, et les étudiants congolais qui veulent créer leur entreprise, qu'est-ce qu'on fait pour eux? Vous êtes en train de vous dire non, vous voulez créer l'environnement pour les entreprises étrangères pour qu'elles viennent investir au Congo. Oui. Mais nous disons, vous ne pourrez pas faire l'émergence du Congo sans nous.
Il faut des entreprises congolaises parce que ce sera des entreprises congolaises qui doivent construire demain les barrages qu'auront le barrage hydroélectrique du Congo. Ça doit être à eux de construire les tracteurs qu'auront besoin les Congolais. C'est ça l'émergence, ce n'est pas autre chose. Et ça, c'est dans les environs 2050 ou 2080? Mais je crois qu'il n'y a pas encore les bases. Il n'y a pas encore les bases. Je peux vous dire que si c'est ce que nous voyons aujourd'hui, on se trompe pour la simple raison. Vous voyez, je vais vous dire une chose. On a traversé l'idée du président de la République. Le président de la République a été trahi. Le président de la République a dit dans sa lettre de politique d'industrialisation du Congo que l'industrialisation devrait être la base du développement économique du Congo. Mais quand on a élaboré le plan national de développement économique 2012-2016, mais on ne retrouve plus ça. On ne retrouve pas que l'industrialisation est au centre, est le centre de la politique de développement du Congo. Et c'est pas normal. On a trahi l'idée du président de la République. On a trahi l'idée du président de la République, M. Tchengue Tchengue, c'est sur cette base et ce mot qu'on va mettre thème à notre interview de Je vous remercie aussi pour votre honnêteté. Merci. Voilà, c'était l'interview qu'on vient d'avoir avec M. Tchengue Tchengue, qui est le promoteur et fondateur de Challenge Futura. À vendredi prochain, s'il plaît à Dieu.